Croyez-vous qu'une mère puisse aller en prison sans avoir commis le moindre crime ? J'y suis allée, et le silence de celle que j'ai protégée m'a fait bien plus de mal que n'importe quelle cellule. Je m'appelle Madeleine Dupont. J'ai 82 ans maintenant. Je n'ai plus l'énergie d'antan, ni cette espérance que l'on porte en soi quand on croit encore que le monde peut être juste. Mais j'ai cette histoire à raconter. Si vous avez la patience d'écouter parler une vieille femme de la province française, peut-être comprendrez-vous pourquoi j'ai finalement décidé de briser le silence après tant d'années. La prison vous change. Ce n'est pas seulement le corps qui vieillit plus vite à l'intérieur. C'est l'âme qui se fane. Surtout quand vous savez que vous ne devriez pas être là. Quand vous savez exactement qui devrait être à votre place. Protégeriez-vous ceux que vous aimez, même en sachant que vous seriez peut-être oublié ensuite ? Je l'ai fait. J'ai endossé un crime que je n'avais pas commis pour sauver ma fille, Claire, et j'ai payé le prix fort. 15 ans à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, assez de temps pour presque tout perdre. Ma maison, ma santé, mes rêves, et même le droit d'être appelée mère. L'amour d'une mère est presque un instinct. On se jette devant le danger sans réfléchir. Mais que se passe-t-il quand, après ce sacrifice, votre propre enfant fait semblant que vous n'avez jamais existé ? La brise froide de Lyon, annonçant la fin de l'automne, semblait insignifiante face au gel qui se formait dans la poitrine de Madeleine Dupont. Devant elle, le portail en fer forgé, noir et imposant, était plus qu'une barrière physique. C'était un monument à la vie qui lui avait été volé. Chaque arabesque dorée, chaque feuille de métal méticuleusement travaillée, criait une opulence qui avait été bâtie sur les fondations de sa ruine. C'était une forteresse de silence et d'oubli. Tout comme cette histoire recèle des secrets qui seront révélés peu à peu, nous vous invitons à rejoindre notre communauté pour ne manquer aucun détail de ces récits qui touchent l'âme. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car le voyage de Madeleine ne fait que commencer, et chaque rebondissement mérite d'être suivi. Elle appuya sur le bouton de l'interphone, son doigt osseux et ridé tremblant légèrement. La voix qui répondit, filtrée par l'appareil, était jeune et impersonnelle, une employée de maison. « Oui, je voudrais parler à Claire, Claire Dubois. » La voix de Madeleine sortit plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. Un murmure usé par le temps et la douleur. Il y eut une pause. « C'est de la part de qui ?» Madeleine hésita. Quel nom donner ? Celui qui la liait à cette femme. Celui qui avait été traîné dans la boue pour que celui de Claire reste immaculé. Dites simplement que c'est une dame d'Albi, une vieille amie de la famille. Le portail s'ouvrit avec un bourdonnement électronique, lent et majestueux. Madeleine s'engagea dans l'allée de gravier gris, bordée d'un jardin parfaitement entretenu, où chaque feuille semblait avoir été polie à la main. La maison était une œuvre d'art moderne, verre, pierre et bois se mêlant en une harmonie froide et calculée. À la porte en chêne massif, une femme l'attendait. C'était Claire, plus âgée, bien sûr, avec de fines ridules autour des yeux et une coupe de cheveux élégante qui encadrait un visage encore beau, mais durci. Elle portait une robe en soie bleu marine qui évoquait les après-midi dans les cafés chics et les dîners de gala. Le collier de perles à son cou valait plus que ce que Madeleine avait gagné dans toute sa vie de travail honnête. Pendant un instant fugace, leurs yeux se croisèrent. Dans ceux de Madeleine, un océan de douleur, de nostalgie et une question silencieuse. Dans ceux de Claire, quelque chose se brisa. Ce n'était ni la reconnaissance, ni l'amour. C'était une panique pure et glaciale. La panique d'un fantôme du passé qui ressurgit pour hanter un présent parfait. Claire jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, à l'intérieur de la maison d'où provenaient des rires d'enfants. Son corps se raidit. Elle fit un pas en avant, fermant partiellement la porte derrière elle, comme pour protéger sa famille de la vue de cette silhouette fragile et dépenaillée sur son seuil. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Claire était un sifflement bas, chargé d'une urgence désespérée. « Comment m'as-tu trouvé ? Je suis ta mère, Claire. » Les mots sortirent comme un sanglot contenu. « Je voulais juste te voir mes petits-enfants. » Le visage de Claire se tordit en un masque de mépris et de peur. Elle fouilla dans le sac de luxe suspendu à son épaule, en sortit une liasse de billets. « Tiens. » Elle tendit l'argent, les yeux évitant ceux de Madeleine. « Va dans une maison de retraite, achète-toi des vêtements neufs, fais ce que tu veux, mais disparais. Tu ne peux pas être ici, tu n'existes pas. » Madeleine regarda les billets, puis le visage de sa fille. L'argent était une insulte finale, une tentative d'acheter son silence, d'effacer 15 ans de sacrifice avec quelques morceaux de papier. Une larme solitaire, chaude et amère,
roula sur sa joue sillonnée de rides. Elle secoua lentement la tête, refusant l'offre. « Tu as raison. » Sa voix, maintenant, était ferme, trempée dans une douleur qui s'était transformée en acier. « Ma fille, la Claire que j'ai élevée, est morte pour moi le jour où elle m'a laissé pourrir dans cette prison. Je ne sais pas qui vous êtes. » Elle se tourna, le dos droit, la dignité comme seule possession qui lui restait. Chaque pas loin de cette maison était un pas loin de l'illusion qui l'avait si longtemps soutenue. La porte en chêne se referma derrière elle avec un clic définitif, scellant l'abîme entre deux mondes. Et là, dans le silence de ce quartier luxueux, Madeleine Dupont sut que la justice, pour elle, ne serait pas un cadeau du destin. Elle devrait la construire de ses propres mains. 40 ans plus tôt, la vie de Madeleine Dupont sentait les gardénias. Il s'épanouissait dans un pot en terre cuite sur le rebord de la fenêtre de la cuisine de son petit appartement impeccable à Albi, une ville de briques rouges baignée par le soleil du sud de la France. L'appartement était modeste, mais chaque recoin brillait de propreté. Chaque objet avait sa place. C'était son sanctuaire, bâti à la sueur de son travail de secrétaire à l'école Jean Jaurès. Madeleine était une institution à l'école. Elle connaissait chacun des 300 élèves par leur nom, savait lequel était allergique aux noix et lequel avait besoin d'un câlin supplémentaire le matin. Son bureau, toujours organisé, était l'épicentre calme du chaos scolaire. Les enseignants la respectaient pour son efficacité, les parents pour sa patience, et les enfants pour ses sourires discrets et le bocal de biscuits qu'elle gardait dans le tiroir du bas. Veuve depuis que Claire n'avait que 5 ans, Madeleine avait consacré son existence à un seul but, donner à sa fille la vie qu'elle n'avait jamais eue. Son mari, un maçon au grand cœur nommé Jean, avait été emporté par une maladie soudaine, la laissant avec une petite pension et un vide immense. Au lieu de s'abandonner à la douleur, Madeleine l'avait transformée en force. Elle travaillait doublement, cousait pour ses voisines le soir et économisait chaque franc, les déposant sur un livret d'épargne au nom de Claire. Sa plus grande leçon, héritée de sa mère, était la valeur d'un nom propre. « Madeleine », disait sa mère, une paysanne aux mains calleuses, « l'argent va et vient, mais l'honneur de ton nom est le seul héritage que personne ne peut enlever. » Et Madeleine vivait selon ce credo. Elle payait ses factures avant l'échéance, n'achetait jamais rien qu'elle ne pouvait payer comptant et tirait une immense fierté de sa réputation impeccable. Claire était le soleil de son univers, une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus expressifs, intelligente et pleine de vie. Madeleine l'encourageait à rêver grand. « Tu ne finiras pas comme moi, derrière un bureau toute la journée, » disait-elle, en aidant sa fille à faire ses devoirs. « Tu iras à l'université. Tu deviendras quelqu'un d'important. » Et Claire répondit aux attentes. Elle était une élève brillante, populaire, l'incarnation de l'espoir de Madeleine. Lorsqu'elle fut acceptée dans la prestigieuse école de commerce de Toulouse, Madeleine pleura de joie. Elle vendit les quelques bijoux qu'elle avait hérités de sa mère et contracta un petit emprunt pour couvrir les frais. Voir Claire partir en train, lui faisant signe de la fenêtre avec un sourire radieux, fut le moment le plus heureux et le plus douloureux de sa vie. La maison devint silencieuse, le parfum des gardénias semblait plus faible, mais son cœur était comblé. Tout ce sacrifice, pensait-elle, en valait la peine. Les années d'université passèrent rapidement. Claire rentrait à la maison pour les vacances, chaque fois plus différentes. Les vêtements simples d'Albi avaient été remplacés par des tenues modernes, achetées dans des boutiques de Toulouse. Son vocabulaire s'était enrichi de termes anglais sur le marketing, les start-ups et le networking. Madeleine écoutait, fascinée et un peu intimidée, sentant un fossé grandissant entre son monde de registres scolaires et l'univers dynamique et ambitieux de sa fille. Après la remise des diplômes, le jour où Madeleine sentit sa poitrine exploser de fierté en voyant Claire recevoir son diplôme, la transformation s'accéléra. Claire décida de ne pas retourner à Albi. « Maman, les opportunités sont dans les grandes villes, » expliqua-t-elle au téléphone. « Albi est trop petite pour mes rêves. » Madeleine comprit, ou se força à comprendre. Elle soutint sa décision, même si cela signifiait un pincement au cœur de nostalgie. Claire déménagea à Lyon, partageant un appartement avec une amie de l'université. Leurs appels téléphoniques, autrefois quotidiens, devinrent hebdomadaires, puis sporadiques. Quand elle parlait, c'était toujours de ses nouvelles entreprises. « Je monte une société de conseil, maman. C'est une affaire géniale, avec un potentiel de profit énorme. J'ai rencontré des investisseurs. Ils ont adoré mon plan d'affaires. Les histoires étaient toujours grandioses, mais vagues. » Madeleine ne comprenait pas les détails, mais elle avait confiance en l'intelligence de sa fille. Cependant,
De petites fissures commencèrent à apparaître sur la façade étincelante que Claire présentait. Un jour, Claire appela pour emprunter de l'argent. « C'est juste pour couvrir un petit trou de trésorerie, maman. L'affaire d'une semaine. Un client important a retardé son paiement. » Madeleine n'hésita pas. Elle retira une part importante de ses économies d'urgence et la vira sur le compte de sa fille. L'argent, promis pour la semaine suivante, ne fut jamais rendu. Quand Madeleine demanda, délicatement, Claire s'irrita. « Maman, tu ne comprends rien aux affaires. Parfois, les choses prennent du temps. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai avec des intérêts. » Puis vinrent les photos sur les réseaux sociaux. Claire dans des restaurants chers, portant une montre de marque que Madeleine savait coûter l'équivalent de 6 mois de son salaire. Claire en week-end à Genève. Les images ne correspondaient pas à l'histoire de l'entrepreneuse en difficulté qui avait besoin d'un prêt de sa mère retraitée. Une graine d'inquiétude fut plantée dans le cœur de Madeleine. Elle essaya de se convaincre que c'était juste son ignorance, que le monde des affaires était ainsi, plein de hauts et de bas. Mais l'ombre du doute, une fois jetée, était difficile à dissiper. La nuit où tout a basculé a commencé par un orage. La pluie tombait à verse sur Albi, tambourinant contre les fenêtres de l'appartement de Madeleine, avec une fureur qui semblait de mauvais augure. Elle était dans son fauteuil, tricotant une écharpe et écoutant la radio, quand des coups frénétiques retentirent à la porte. Des coups désespérés, urgents. Le cœur de Madeleine fit un bond. Personne ne lui rendait visite à cette heure, encore moins par une nuit pareille. Elle ouvrit la porte et trouva Claire, trempée de la tête aux pieds, ses cheveux blonds collés à son visage pâle, ses yeux bleus écarquillés de panique. Elle entra sans y être invitée, laissant une traînée d'eau sur le sol ciré. « Claire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Madeleine se précipita pour prendre une serviette. « Maman, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. » La voix de Claire n'était qu'un fil tremblant. Elle grelottait, mais Madeleine ne pouvait dire si c'était de froid ou de peur. Elles s'assirent à la table de la cuisine. Claire, enroulée dans une couverture, commença à raconter une histoire confuse et précipitée. Elle parla d'un associé qui l'avait trompée, d'un gros investissement qui avait mal tourné, de dettes qui s'accumulaient comme une avalanche. Elle brossa le tableau d'une jeune entrepreneuse talentueuse victime d'un monde cruel. « Ils vont tout me prendre, maman. Tout ce que j'ai construit. Mon nom est sali. Je n'obtiens plus aucun crédit. Je suis finie. » Les larmes coulaient sur le visage de Claire, se mêlant aux gouttes de pluie. C'étaient des larmes convaincantes, qui touchèrent directement le point le plus vulnérable de Madeleine, son amour inconditionnel de mère. « Que puis-je faire, ma fille? Je n'ai plus beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin, maman. Pas directement. » Claire se pencha en avant, ses yeux fixés sur ceux de Madeleine, une intensité manipulatrice brillant dans ses pupilles. « J'ai besoin de ton nom. » Madeleine fronça les sourcils, sans comprendre. « Mon nom? Oui, ton nom est propre, impeccable. Personne ne se méfierait jamais de toi. » Claire prit les mains de sa mère. Elles étaient glaciales. « J'ai besoin que tu signes quelques papiers pour moi. Ouvre un compte. Contracte un petit prêt à ton nom pour mon entreprise. C'est juste une formalité, pour contourner la bureaucratie. Je paierai chaque centime, je le jure. C'est notre seule chance de tout sauver. » Madeleine sentit un frisson. Cela ne semblait pas juste. Cela allait à l'encontre de tout ce que sa mère lui avait appris, contre chaque fibre de son être prudent. « Claire, je ne sais pas, signer des papiers sans comprendre. Tu ne me fais pas confiance, maman ?» La voix de Claire se brisa en un sanglot de chagrin. « Après tout ce que j'ai fait, tous mes efforts pour te rendre fière, je t'en supplie, c'est ma vie qui est en jeu. » La vue de sa fille, si vulnérable et désespérée, brisa la résistance de Madeleine. L'amour d'une mère, aveugle et puissant, l'emporta sur la prudence. Comment pouvait-elle refuser son aide à sa fille unique, la lumière de sa vie, dans son moment de plus grand besoin? Elle regarda le visage en larmes de Claire, et, à cet instant, leur destin à toutes les deux fut scellé. « D'accord, ma chérie. » Madeleine soupira, caressant les cheveux mouillés de sa fille. « Maman va t'aider. » Dans les jours qui suivirent, Claire fut l'image de l'efficacité. Elle apportait des piles de documents à signer à Madeleine, toujours avec une explication rapide et rassurante. « C'est juste pour ouvrir le compte de la nouvelle filiale, » disait-elle en montrant la ligne pointillée. « Ceci est un contrat de fournisseur standard. J'ai besoin d'une garantie. Ceci est un prêt pour le fonds de roulement. Le directeur de la banque a déjà donné son accord. » Madeleine, dont l'expérience en matière de contrat se limitait aux factures d'électricité et au bail de son appartement, se sentait perdue au milieu de jargons tels que « personne morale »,«
caution solidaire et clause de réserve de propriété. Les petits caractères dansaient devant ses yeux. Quand elle hésitait, Claire soupirait avec une impatience affectueuse. « Maman, c'est compliqué, je sais, mais fais-moi confiance. J'ai un diplôme en gestion, je m'y connais. Tu as juste besoin de signer ici. » Et Madeleine signait. Chaque signature était un acte de foi, une démonstration d'amour. Elle signait des contrats de prêt dans des banques qu'elle n'avait jamais visitées, pour des entreprises dont les noms lui semblaient étranges. Elle signait l'ouverture de comptes qui accumuleraient des dettes astronomiques. Elle signait le transfert de propriété de son propre appartement en garantie, sans comprendre la gravité de ce qu'elle faisait. Le stylo de Claire glissait sur le papier, et l'encre qui formait le nom Madeleine Dupont était, en réalité, un poison à action lente, s'infiltrant dans chaque aspect de sa vie sûre et honorable. Claire devint une visiteuse fréquente, mais ses visites étaient toujours précipitées, centrées sur les papiers. Il n'y avait plus de temps pour un café prolongé ou une conversation sur les petites choses de la vie. Elle arrivait, étalait les documents, supervisait les signatures et repartait, toujours avec la promesse que « les choses sont presque réglées, maman. Bientôt, nous allons fêter ça ». Madeleine, dans sa solitude, s'accrochait à cette promesse. Elle imaginait des dîners de célébration, des voyages qu'elle ferait ensemble avec les bénéfices des affaires de Claire. Elle se sentait partie prenante de quelque chose d'important, le pilier silencieux sur lequel se construisait le succès de sa fille. Elle ne savait pas qu'elle n'était pas un pilier, mais l'échafaudage qui serait jeté une fois le bâtiment terminé. Un après-midi, une voisine, Madame Renaud, une dame tout aussi âgée et observatrice, rencontra Madeleine dans le couloir. « Votre fille vient souvent, n'est-ce pas, Madeleine? C'est bon de vous voir si proche. » Elle a l'air d'être une femme d'affaires très occupée. Oui, elle l'est. Madeleine sourit, fière. Elle est en train de bâtir un empire. Madame Renaud la regarda avec une expression curieuse. Un empire? Soit. Mais soyez prudente, mon amie. Parfois, en se dépêchant de bâtir des empires, les gens oublient qui a posé les premières briques. Madeleine rejeta le commentaire comme le scepticisme d'une vieille dame. La loyauté envers sa fille était un mur impénétrable. Mais les mots de Madame Renaud, comme une graine portée par le vent, se logèrent dans un coin oublié de son esprit. Le premier signe concret que quelque chose n'allait vraiment pas arriva dans une enveloppe brune, portant le logo d'une banque de Lyon. Madeleine l'ouvrit, pensant que c'était une sorte de publicité. C'était un avis de recouvrement, un prêt de 50 000 € avec 3 mensualités en retard. Le nom sur le contrat était le sien. La panique fut une vague froide qui remonta le long de sa colonne vertébrale. Elle appela immédiatement Claire. « Claire, ma chérie, j'ai reçu une lettre de la banque. Ils réclament un prêt à mon nom. Il doit y avoir une erreur. » De l'autre côté de la ligne, la voix de Claire semblait fatiguée, mais contrôlée. « Ah, ça? Ne t'inquiète pas, maman. C'est une erreur du système. Je suis déjà en train de régler ça. Ignore-la. Jette la lettre. » Madeleine, désespérée de croire, obéit. Mais la semaine suivante, 2 autres lettres arrivèrent, d'institutions financières différentes. Les montants étaient encore plus élevés, les notifications plus sévères. Le mot « impayé » était souligné en gras. Les appels à Claire devinrent plus difficiles. Parfois, elle ne répondait pas. Quand elle le faisait, ses excuses étaient de plus en plus vagues et son irritation plus évidente. « Maman, je t'ai déjà dit que je m'en occupais. M'appeler toutes les 5 minutes n'aide pas. Tu me mets la pression et je n'arrive pas à travailler correctement. » La confiance de Madeleine commença à s'effriter, remplacée par une peur corrosive. Les lettres cessèrent d'être de simples relances pour devenir des mises en demeure. Son nom, ce nom qu'elle avait chéri pendant plus de 60 ans, était associé à des mots comme fraude et saisie. Elle commença à avoir peur de répondre au téléphone, d'ouvrir sa boîte aux lettres. Le facteur, qui la saluait autrefois avec un sourire, lui tendait maintenant le courrier avec un regard plein de pitié. Un matin, un huissier de justice frappa à sa porte. Un homme corpulent, en costume froissé et au regard las, lui remit une assignation. La banque procédait à la saisie de la garantie du plus gros des prêts, son appartement. Madeleine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, l'assignation tremblant dans sa main. « Mais ce n'est pas possible. Il y a une erreur. Mon appartement? Il n'y a pas d'erreur, madame. » La voix de l'homme était dénuée d'émotion. « Votre signature est sur tous les documents. Vous avez 30 jours pour régulariser la situation ou le bien sera vendu aux enchères. » Cette nuit-là, Madeleine ne dormit pas. Assise dans l'obscurité de son salon, elle regardait les objets qui racontaient l'histoire de sa vie.
le fauteuil où son mari lisait le journal, les photos de Claire enfant sur l'étagère, le pot de gardénia sur la fenêtre. Tout ce qu'elle avait acquis au prix d'une vie de travail et de sacrifice était sur le point de lui être arraché, et la main qui avait signé la sentence était celle de sa propre fille. L'amour aveugle s'était transformé en une obscurité palpable, et elle était complètement seule à l'intérieur. Le son que Madeleine craignait le plus n'était pas celui d'une notification déchirée ou d'un téléphone de recouvrement sonnant. C'était le son sec et autoritaire de phalanges frappant le bois de sa porte à l'aube. Et un mardi matin gris, il est venu. C'étaient 2 hommes et une femme, tous en civil, mais avec une aura d'autorité qui était indubitable. Ils montrèrent leurs insignes. Police judiciaire de Toulouse. « Madeleine Dupont ? Oh oui !» balbutia-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Vous devez nous accompagner au commissariat pour une audition. » Le mot « audition » était un euphémisme cruel. Le mandat qu'ils présentèrent parlait en termes bien plus durs, fraude bancaire, escroquerie, faux en écriture et association de malfaiteurs. Chaque mot était un coup de poignard à sa réputation, à son identité. L'humiliation fut publique et écrasante. Tandis qu'il la conduisait vers la voiture banalisée, les rideaux des fenêtres voisines bougèrent. Madame Renaud était sur le seuil de son appartement, le visage un mélange de choc et de compassion. Madeleine ne put la regarder. Elle garda la tête baissée, sentant le poids de dizaines de regards, imaginant les chuchotements qui suivraient à son départ. L'exemplaire secrétaire, la veuve honorable, emmenée par la police comme une criminelle ordinaire. Le trajet jusqu'à Toulouse fut silencieux. Madeleine regardait par la fenêtre, mais elle ne voyait pas le paysage. Elle ne voyait que le visage de Claire, souriant à sa remise de diplôme. Comment en étaient-ils arrivés là ? Son esprit refusait de traiter l'énormité de la trahison. Elle s'accrocha à une dernière étincelle d'espoir. Peut-être que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Peut-être que Claire se présenterait au commissariat, expliquerait tout, et qu'elle pourrait rentrer chez elle. Au commissariat, l'atmosphère était oppressante. L'odeur de café réchauffé et de désinfectant bon marché flottait dans l'air. Les murs, d'un vert maladif, semblaient suinter. On la conduisit dans une petite salle, avec une table en métal, 2 chaises et un miroir sans teint. Le commissaire qui l'interrogea, un homme nommé Laurent, avait un regard perçant et une patience presque plus intimidante que l'agressivité. Il étala des copies des contrats et des relevés bancaires sur la table. La signature de Madeleine était sur chacun d'eux, claire et indubitable. Madame Dupont, l'ampleur de cette fraude est impressionnante. Nous parlons de près d'1 million d'euros de prêts et de crédits obtenus frauduleusement, des sociétés écrans, de fausses garanties, une opération complexe. Trop complexe pour qu'une secrétaire à la retraite d'Albi agisse seule. Il fit une pause, observant sa réaction. « Nous savons que vous n'avez pas agi seule. Nous savons que votre fille, Claire Dubois, est impliquée. Les sociétés étaient liées à elle. Les contacts dans les banques ont été pris par elle. Si vous coopérez et nous dites la vérité, votre situation pourrait être considérablement allégée. Nous nous intéressons à la tête de l'opération. Pas à un bouc émissaire. C'était le moment. La bifurcation sur le chemin. La chance de dire la vérité, de dénoncer Claire et peut-être de se sauver. Le nom de sa fille flottait dans l'air, une bouée de sauvetage, et en même temps, une condamnation. Madeleine regarda ses mains posées sur la table froide en métal. C'était dans les mains qui avaient changé les couches de Claire, qui avaient applaudi à ses spectacles d'école, qui avaient signé, avec une confiance aveugle, les documents qui l'emprisonnaient maintenant. Le commissaire Laurent attendait. Le silence dans la salle d'interrogatoire était dense et lourd. Dans son esprit, un tourbillon d'images et d'émotions s'entrechoquait. La colère de la trahison luttait contre l'instinct primordial de protéger sa progéniture. Elle entrevit l'avenir de Claire, emprisonnée, humiliée, sa carrière et sa vie détruites. L'image était insupportable. Malgré tout, la douleur, la peur, le ressentiment qui commençait à fleurir dans sa poitrine, l'amour d'une mère était une force tenace et irrationnelle. Elle avait passé sa vie à se sacrifier pour Claire. Celui-ci, pensa-t-elle dans un moment de clarté déformée, serait son dernier et plus grand sacrifice. Elle releva la tête, et le regard qu'elle posa sur le commissaire n'était plus celui d'une victime effrayée, mais celui de quelqu'un qui avait pris une décision irrévocable. « Vous vous trompez, commissaire. » Sa voix était basse mais ferme. Laurent haussa un sourcil. « Je me trompe ? » ?»« Oui. Ma fille n'a rien à voir avec ça. Elle ne savait rien. Chaque mot était une pierre qu'elle avalait. »
C'était moi seule. Le commissaire la dévisagea, sceptique. Madame Dupont, avec tout le respect que je vous dois, c'est invraisemblable. Vous n'avez pas les connaissances techniques pour orchestrer une telle chose. Où est l'argent? Vous ne montrez aucun signe d'un style de vie compatible avec de telles sommes. J'étais plus maligne que tout le monde ne le pensait. Madeleine improvisa, son esprit travaillant fiévreusement pour construire un mensonge qui semblerait un tant soit peu crédible. J'ai eu de l'aide, oui. Un homme que j'ai rencontré. Un conseiller financier. Il m'a tout appris. Mais il a disparu. Il s'est enfui avec l'argent. Et quel est le nom de cet homme? Je ne connais pas son vrai nom. Il en utilisait plusieurs. Le mensonge était faible, transparent, mais elle s'y accrocha. Laurent soupira, s'adossant à sa chaise. Il ne la croyait pas. Il voyait la vérité dans ses yeux embués, dans la façon dont ses mains tremblaient. Il voyait une mère protégeant sa fille. Mais un aveu est un aveu. Sans sa coopération, il serait difficile de monter un dossier solide contre Claire, qui s'était habilement tenue à l'écart de toutes les signatures cruciales. Madame Dupont, je vais vous donner une dernière chance de reconsidérer. Vous êtes sur le point de gâcher votre vie. La peine pour ces crimes est sévère. Madeleine ferma les yeux un instant. Elle vit le visage de Claire enfant, courant vers elle dans un champ de coquelicots. Ce sourire valait le prix qu'elle s'apprêtait à payer. Je vous ai déjà dit la vérité. Elle ouvrit les yeux. Sa décision gravée sur son visage. C'était moi seule. Le commissaire Laurent secoua la tête. Un mélange de frustration et de pitié dans le regard. Il rassembla les papiers. L'interrogatoire était terminé. Madeleine Dupont venait de signer sa propre condamnation à la prison. Non pas avec un stylo, mais avec les mots d'un amour qui la consumerait entièrement. Elle avait choisi l'honneur du nom de sa fille au détriment de sa propre liberté, sans savoir que, pour Claire, ce nom ne signifiait déjà plus rien. La transition du monde qu'elle connaissait à l'intérieur de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, près de Paris, fut un choc brutal qui attaqua tous ses sens. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de moisissure, de sueur et d'un désinfectant agressif qui ne parvenait pas à masquer l'odeur du désespoir. Les sons étaient une cacophonie constante, le claquement métallique des portes, les cris qui résonnaient dans les couloirs de béton, les murmures et les disputes dans un argot de colère qu'elle comprenait à peine. Madeleine, avec ses 67 ans, ses cheveux gris noués en un chignon soigné et ses vêtements simples, était une anomalie dans cet environnement. Les autres détenus la regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Elle était une bourgeoise, une vieille, qui n'avait rien à faire là. Sa première nuit se passa dans une cellule de transit surpeuplée. Sans lit disponible, on lui donna un matelas fin et taché à poser sur le sol froid en ciment. Le froid s'infiltrait dans ses os. Une froideur qui n'était pas seulement physique, mais qui émanait des murs, des barreaux et des regards vides des autres femmes. Elle se recroquevilla, serrant ses genoux contre sa poitrine, essayant de se rendre invisible, tandis que les pleurs silencieux d'une jeune femme sur la couchette supérieure ponctuaient l'obscurité. Les jours suivants furent un enchaînement de routines déshumanisantes. Le réveil avant l'aube, la nourriture insipide servie dans des plateaux en métal, les longues heures de confinement en cellule, l'appel des détenus, l'humiliation des fouilles. Elle perdit son nom, devenant le matricule 734. Elle perdit son intimité, son autonomie, sa dignité. Dans la cour, pendant l'heure de promenade, elle s'asseyait dans un coin, observant. Elle voyait les hiérarchies, les alliances fragiles, la violence latente qui bouillonnait sous la surface. C'est là qu'elle rencontra Simone. Simone était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et grisonnants, au visage marqué par une vie difficile et aux yeux qui avaient tout vu. Elle purgeait une longue peine pour vol à main armée. Elle s'approcha de Madeleine, qui était assise immobile sur un banc, indifférente au chaos environnant. « Tu ne tiendras pas une semaine ici avec cette tête d'oiseau effarouchée. » La voix de Simone était rauque, comme poncée par des milliers de cigarettes. Madeleine ne répondit pas. Simone s'assit à côté d'elle. « C'est quoi ton crime, mémé? T'as volé la recette de tarte de la voisine? » « Escroquerie, » murmura Madeleine. Simone eut un rire bref et sans joie. « Escroquerie? Toi? Laisse-moi deviner. C'était pour un homme ou pour un gosse? Les femmes comme toi ne font des conneries que pour l'un des deux. » Le commentaire, juste et cruel, frappa Madeleine comme un coup de poing. Elle resta silencieuse. Mais Simone sembla comprendre. C'était pour le gosse, alors. Ou la gosse. Ils ne viennent jamais en visite, tu sais. Ils se construisent une nouvelle vie sur ton sacrifice. Et te laissent pourrir ici. Tu n'es qu'un vilain secret qu'ils ont balayé sous le tapis.
Les mots de Simone étaient brutaux, mais ils contenaient une vérité que Madeleine n'était pas encore prête à accepter. À ce moment-là, elle détesta Simone pour avoir verbalisé sa plus grande peur. Avec le temps, cependant, la présence cynique et pragmatique de Simone deviendrait sa seule ancre de salut dans cet enfer. Simone lui apprit les règles non écrites de la prison. Comment ne pas être une cible, à qui ne pas se frotter, comment obtenir un savon supplémentaire ou un livre de la bibliothèque. Et, plus important encore, elle lui apprit à enterrer l'espoir, car l'espoir, à Fleury-Mérogis, était une maladie qui ne faisait que prolonger la souffrance. Les années de prison s'étiraient, marquées non pas par un calendrier, mais par le changement subtil de la lumière qui filtrait par la fenêtre grillagée de la cellule. L'hiver était un froid qui rongeait les os. L'été, une chaleur étouffante qui rendait l'air irrespirable. 15 ans, 5475 jours. Chacun d'eux une copie grise du précédent. Au début, Madeleine vivait pour les lettres. Elle écrivait à Claire chaque semaine, sur des feuilles de papier à lignes achetées à la cantine de la prison. Ces lettres étaient pleines d'un espoir désespéré. Elle ne la blâmait pas, ne l'accusait pas. Elle lui demandait des nouvelles de sa vie, de ses affaires. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle prenait soin d'elle. Elle la suppliait de lui rendre visite, de lui envoyer une photo, un seul mot. « Ma chère Claire, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ici, les jours sont longs, mais je pense à toi à chaque instant. Raconte-moi comment vont les choses. Tes affaires ont-elles prospéré? Tu me manques tellement. Avec tout mon amour, maman. » Elle remettait les lettres au gardien le cœur plein d'attente. Mais les réponses n'arrivaient jamais. Les jours de parloir étaient les pires. Elle voyait d'autres détenus se préparer. Leurs visages anxieux se transformaient en sourires, en voyant leur famille dans la salle des visites. Madeleine n'était jamais appelée. Elle restait assise sur sa couchette, écoutant l'écho lointain des conversations et des rires, et le silence dans sa cellule devenait assourdissant. Son avocat commis d'office, un jeune homme surchargé et désintéressé, lui rendit visite quelquefois les premières années. « Nous avons essayé de contacter votre fille, Madame Dupont. Elle ne répond pas aux appels. Apparemment, elle a déménagé et n'a pas laissé d'adresse. À chaque visite manquée, à chaque lettre sans réponse, une petite partie de Madeleine mourait. L'image de sa fille bien-aimée commença à s'estomper, remplacée par la figure fantomatique d'une étrangère. L'amour inconditionnel, qui l'avait poussée à se sacrifier, commença à s'aigrir, se transformant en un ressentiment profond et silencieux. Elle vieillit derrière les barreaux, ses cheveux devinrent complètement blancs, de nouvelles rides sillonnèrent son visage, chacune racontant l'histoire d'une nuit blanche, d'un repas sauté, d'une larme non versée. Sa santé se détériora. Elle développa une arthrite qui rendait chaque mouvement douloureux. Mais tandis que son corps s'affaiblissait, quelque chose dans son esprit se durcissait. L'abandon fut la leçon la plus cruelle. Claire ne l'avait pas seulement laissée derrière. Elle l'avait effacée. Madeleine réalisa que, pour sa fille, elle n'était pas une mère faisant un sacrifice. Elle était un problème qui avait été commodément résolu. La douleur de cette prise de conscience fut plus aiguë que n'importe quelle punition physique. C'était une annihilation de son identité, de son but, de toute sa vie de dévouement. L'amour s'éteignit, et à sa place, dans le vide glacial de l'abandon, une nouvelle graine commença à germer. Ce n'était pas de la haine, c'était quelque chose de plus froid, de plus patient, de plus méthodique, la résolution de comprendre un jour, et de faire comprendre à Claire également. La bibliothèque de la prison devint le refuge de Madeleine, un endroit silencieux, sentant le vieux papier, qui offrait une évasion temporaire à la réalité oppressive de la cellule. Elle, qui avait toujours aimé les romans et les biographies, se retrouva inexplicablement attirée par la petite section de droit, démodée. Elle commença par curiosité, en lisant des affaires criminelles. Puis, elle passa au code juridique. Avec l'aide de Simone, qui avait des contacts et savait comment réquisitionner les bons livres, elle commença à étudier. Elle apprit la prescription des délits, les subtilités du droit civil, la fraude et la responsabilité fiduciaire. Les mots qui l'avaient autrefois déroutée dans les contrats de Claire prenaient maintenant tout leur sens. Elle ne cherchait pas une faille pour elle-même. Elle avait accepté sa sentence. Ce qu'elle cherchait, c'était la compréhension. Et avec la compréhension vint une clarté tranchante. Elle vit, noir sur blanc, l'architecture de la trahison de Claire. Elle vit la préméditation, la manipulation, la cruauté calculée. Claire n'avait pas été une victime désespérée. Elle avait été une prédatrice rusée qui avait utilisé l'amour de sa mère comme une arme. Un jour, en lisant sur la diffamation et le droit à l'image,
Une idée commença à prendre forme dans son esprit. Une idée qui n'avait rien à voir avec la vengeance au sens traditionnel. Elle n'impliquait ni violence ni représailles directes. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil et, dans sa conception, de beaucoup plus puissant. Elle confia l'ébauche de son plan à Simone lors d'une promenade dans la cour. « T'es folle, la vieille », dit Simone en allumant une cigarette de contrebande. « Tu sors d'ici? T'as pas un sou en poche? Et tu veux t'attaquer à une femme riche et puissante? Elle t'écrasera comme un insecte. Elle ne m'écrasera pas, parce que je ne l'attaquerai pas, » expliqua Madeleine, la voix calme et déterminée. « Je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas qu'elle soit emprisonnée. Je veux quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, et que les barreaux ne peuvent pas contenir. Et ce serait quoi, cette chose si précieuse ?» demanda Simone, sceptique. « La vérité, » répondit Madeleine en regardant le haut mur surmonté de barbelés. Claire a bâti sa vie sur un mensonge. Un mensonge qui m'a coûté 15 ans. Elle vit dans un château de cartes. Je ne vais pas souffler pour le faire tomber. Je vais juste montrer à tout le monde la carte qui est à la base. La carte avec mon nom. La vérité, c'était la seule chose qui peut tout lui prendre. Sans que j'aie à lever le petit doigt. Simone l'observa longuement, une expression indéchiffrable sur son visage. Finalement, elle tira une bouffée de sa cigarette et expira lentement la fumée. « Tu sais, Madeleine, pendant toutes ces années, j'ai cru que tu étais faible, mais je crois que je me suis trompée. Tu es la femme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. » À ce moment, l'espoir qui était mort en Madeleine fut remplacé par un but. Elle ne sortirait pas de prison comme une victime brisée. Elle sortirait en stratège. Les dernières années de sa peine furent consacrées à peaufiner son plan. Elle lisait les journaux, étudiait les cas de personnalités publiques tombées en disgrâce, apprenait le pouvoir des médias et de l'opinion publique. La prison, qui avait été conçue pour briser son esprit, l'avait finalement forgée en une arme de patience et de précision. Le jour de sa libération arriva sans fanfare. Une gardienne ouvrit la porte de la cellule, l'appela par son nom, et la procédure fut rapide et impersonnelle. On lui rendit les quelques effets qu'elle avait à son arrivée. Une alliance simple, une montre bon marché, et ses vêtements civils, qui semblaient maintenant trop grands pour son corps amaigri. En franchissant le dernier portail, le bruit du monde extérieur la frappa comme une vague, des voitures klaxonnant, des gens parlant fort, le bourdonnement de la vie quotidienne. C'était écrasant. Elle resta debout sur le trottoir, une dame de 82 ans, un petit sac en papier à la main, clignant des yeux sous la lumière du soleil qu'elle n'avait pas senti directement depuis 15 ans. Personne ne l'attendait. Pas de fille repentante, pas d'amis, pas de famille. La liberté, le rêve qu'il avait soutenu si longtemps, avait le goût amer de la solitude absolue. Elle prit un bus pour Albi, la ville qui avait été autrefois son foyer. Le voyage fut une succession de chocs. Le monde avait changé. Les gens étaient collés à de petits rectangles de verre qui brillaient. Les voitures étaient silencieuses et aux formes étranges. Elle se sentait comme une relique, une voyageuse temporelle déplacée dans sa propre époque. En arrivant à Albi, elle se dirigea vers la rue où elle habitait. Son immeuble était toujours là, mais la façade avait été repeinte d'une couleur différente. Les gardénias à la fenêtre de son ancienne cuisine avaient disparu, remplacés par un store en plastique fermé. Elle savait qu'elle ne pouvait pas entrer. L'appartement avait été saisi par la banque et vendu plus d'une décennie auparavant. Elle se rendit à l'agence bancaire pour se renseigner sur sa retraite. Le directeur, un jeune homme qui ne la reconnut pas, consulta le système. « Je suis désolé, madame. Votre pension a été bloquée et utilisée pour régler une partie de vos dettes impayées, sur ordre du tribunal. Il n'y a plus de solde. » Elle n'avait pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Le poids de sa situation l'accabla. Elle s'assit sur un banc sur la place de la cathédrale, le même endroit où elle emmenait Claire manger une glace quand elle était enfant, et sentit le désespoir menacé de l'engloutir. Pour la première fois depuis que son plan avait pris forme, elle douta. Peut-être que Simone avait raison. Peut-être n'était-elle qu'une vieille folle, impuissante face au monde. Alors que l'obscurité tombait sur la ville de briques rouges, elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna et vit un visage ridé et doux, vaguement familier. « Madeleine ? Madeleine Dupont ? C'est bien vous ?» C'était Madame Renaud, son ancienne voisine, plus âgée, courbée, mais avec les mêmes yeux observateurs et gentils. Madeleine fondit en larmes, un pleur silencieux qui portait le poids de 15 années de douleur contenue. Et Madame Renaud, sans poser de questions, la serra simplement dans ses bras. Madame Renaud, dont le prénom était Élodie, était veuve et vivait de la charité et de la communauté de la paroisse Sainte-Cécile. Elle emmena Madeleine chez elle,
un appartement en rez-de-chaussée aussi modeste que celui que Madeleine avait perdu. L'endroit sentait la cire d'abeille et la soupe de légumes. « Ce n'est pas grand-chose », dit Élodie, en lui montrant une petite chambre au fond, qui servait autrefois de débarras. Il y avait un lit étroit, une commode et une petite fenêtre donnant sur un mur. Mais c'est chaud et sûr. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire. Madeleine, épuisée jusqu'à l'âme, accepta avec une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer. Cette nuit-là, pour la première fois en 15 ans, elle dormit dans un vrai lit, sous un toit qui n'était pas celui de l'État. La chambre était petite, presque monacale, mais pour elle, c'était un palais. Sa nouvelle vie était d'une simplicité extrême. Elle aidait Élodie dans les tâches ménagères, l'accompagnait à la messe et, pour gagner un peu d'argent, commença à faire des ménages. Grâce au contact d'Élodie à la paroisse, elle trouva quelques emplois pour nettoyer les maisons de famille plus aisées de la ville. C'était un travail humiliant pour une femme de son âge et de sa condition physique. L'arthrite dans ses mains rendait difficile le récurage des sols, et son dos la faisait souffrir après des heures penchée sur un aspirateur. Mais elle le faisait sans se plaindre. Chaque euro gagné était conservé dans un but précis. Ce n'était pas pour s'acheter du confort, c'était pour financer son plan. Les jours se transformèrent en une routine de travail et de repos. Elle reprit un peu de poids, et son visage retrouva des couleurs. La bonté simple d'Élodie fut un baume pour son âme meurtrie. Élodie ne posa jamais de questions sur la prison. Elle connaissait les rumeurs, bien sûr, mais elle traitait Madeleine avec un respect et une dignité qui l'aidèrent à se reconstruire. « Le passé, Madeleine, c'est comme un bagage, » dit Élodie un soir, alors qu'elle prenait le thé. « Certains portent une valise, d'autres une lourde malle. L'important n'est pas le poids que tu portes, mais la direction dans laquelle tu marches. » Les mots d'Élodie renforcèrent la détermination de Madeleine. Elle ne vivait pas dans le passé. Elle l'utilisait comme carburant pour son avenir. Sa petite chambre devint son quartier général. Le soir, sous la faible lumière d'une lampe de chevet, elle planifiait. La première étape était de retrouver Claire. Avec une partie de l'argent qu'elle avait économisé, elle acheta une carte pour utiliser l'ordinateur de la bibliothèque municipale. Elle s'assit devant l'écran, ses doigts raides tapant le nom de sa fille dans le moteur de recherche. Et le monde que Claire avait bâti sur ses ruines se révéla à elle, pixel par pixel. Les premières recherches pour Claire Dupont ne donnèrent pas grand-chose. Mais Madeleine se souvint du nom que l'avocat commis d'office avait mentionné des années auparavant. Dubois. Elle tapa « Claire Dubois, Lyon » et l'écran se remplit de résultats. Il y avait des articles dans des chroniques mondaines en ligne, des photos d'événements caritatifs, des mentions dans des magazines économiques locaux. Claire n'était plus la jeune entrepreneuse luttant pour survivre. Elle était une personnalité en vue, philanthrope et épouse de Jean-Pierre Dubois, un magnat de l'immobilier. Madeleine ressentit une pointe de quelque chose qui n'était pas de l'envie, mais une sorte de nausée. Les photos montraient Claire souriante, toujours impeccablement habillée, aux côtés de son mari à l'allure distinguée. Sur une photo, elle tenait la main d'un garçon et d'une fille. Tous deux avec les mêmes cheveux blonds et les mêmes yeux bleus qu'elle, ses petits-enfants. La vue lui fit plus de mal que n'importe quelle humiliation en prison. Elle regardait une vie qui aurait dû, en partie, être la sienne. Une vie dont elle avait été complètement excisée. Avec une patience méticuleuse, Madeleine commença à assembler les pièces du puzzle. Elle passait des heures à la bibliothèque, devenant une figure familière et silencieuse pour les bibliothécaires. Elle apprit à naviguer sur les réseaux sociaux, à croiser les informations de différentes sources. Elle découvrit le nom de ses petits-enfants, l'école où ils étudiaient, le club que la famille fréquentait. Elle trouva l'adresse de leur hôtel particulier, dans un lotissement fermé d'un des quartiers les plus exclusifs de Lyon. Chaque découverte était faite avec une émotion froide et distante. Elle ne se permettait ni la colère ni la tristesse. Elle était en mode enquête, collectant des données, construisant un dossier dans son esprit. Le but n'était pas de harceler ou de menacer. Le but était de comprendre le terrain où se jouerait la bataille finale. Elle imprima une seule photo, un portrait de famille publié dans un magazine local. Claire, Jean-Pierre et les deux enfants, souriant devant une cheminée en marbre. Elle l'emporta dans sa chambre et la fixa au mur avec un morceau de ruban adhésif. Chaque soir, avant de dormir, elle regardait cette image. Ce n'était pas un rappel de sa perte, c'était un rappel de son but. C'était l'image du mensonge parfait. Et elle était la seule personne au monde à connaître la laide vérité qui se cachait derrière ses sourires fabriqués. Elle économisa chaque centime de ses ménages.
Elle acheta un billet de train aller-retour pour Lyon. Elle choisit la tenue la plus décente qu'elle avait, une robe simple qu'Élodie lui avait donnée. Et, un matin d'automne, avec la photo de la famille de Claire pliée dans sa poche, elle monta à bord du train, une figure âgée et anonyme, une enquêteuse invisible en route pour affronter le fantôme de son passé. Le voyage en train d'Albi à Lyon fut comme la traversée d'un portail vers un autre univers. Madeleine s'assit près de la fenêtre, regardant le paysage rural de la France se transformer progressivement en banlieue, puis en l'agitation de la métropole. Chaque kilomètre la rapprochait de l'épicentre de sa douleur et de son but. Elle ne ressentait pas de peur, seulement un calme résolu, comme un soldat avant une bataille pour laquelle il s'est entraîné pendant des années. Lyon l'accueillit avec l'indifférence d'une grande ville. Les gens passaient en coup de vent à la gare Pardieu, chacun plongé dans son propre monde. Madeleine, avec son manteau usé et son petit sac, était invisible. Et cette invisibilité était, pour l'instant, sa plus grande alliée. Elle n'alla pas directement chez Claire. Elle avait toute la journée. D'abord, elle se promena dans la ville, s'imprégnant de l'atmosphère. Elle vit les vitrines de luxe de la presqu'île, les restaurants élégants du vieux Lyon. Chaque signe de richesse était un rappel du prix qu'elle avait payé. En milieu d'après-midi, elle prit un bus qui l'emmena dans le quartier chic où vivait Claire. Elle descendit à un arrêt à quelques pâtés de maison de l'adresse, préférant faire le reste du chemin à pied. Les rues étaient larges, bordées d'arbres et silencieuses. Les maisons étaient des forteresses modernes, cachées derrière de hauts murs et des portails de sécurité. C'était un monde conçu pour maintenir les gens comme elle à l'extérieur. Finalement, elle arriva. Elle s'arrêta de l'autre côté de la rue, cachée par l'ombre d'un grand platane, et observa la maison. Elle était exactement comme sur les photos, mais la réalité était encore plus imposante, plus froide. Le jardin était une œuvre d'art paysagère, l'architecture une déclaration de pouvoir. Elle resta là pendant près d'1 heure, à observer. Elle vit une voiture de luxe entrer par le portail. Elle vit une nounou poussant une poussette dans le jardin. Et puis, elle la vit. Claire sortit sur la terrasse, parlant au téléphone. Elle riait de quelque chose que la personne à l'autre bout du fil disait. Un rire libre, insouciant. Le son traversa la rue et frappa Madeleine avec la force d'un coup physique. À ce moment, toute la douleur, toute la colère, toute la solitude des 15 dernières années se cristallisèrent en une seule et inébranlable certitude. Elle devait le faire. Elle devait regarder sa fille dans les yeux et voir ce qu'il y avait dedans. Elle avait besoin que Claire la voie, non pas comme un problème résolu, mais comme une conséquence vivante de ses choix. Elle prit une profonde inspiration, l'air frais emplissant ses poumons. Elle traversa la rue, les pieds fermes sur l'asphalte. Chaque pas était délibéré. Elle s'approcha du portail en fer forgé. Le cœur, qui avait été calme, battait maintenant la chamade. Elle leva sa main tremblante et appuya sur le bouton de l'interphone. Le récit avait bouclé la boucle, la ramenant au moment qui définirait tout le reste. Le bourdonnement électronique du portail qui s'ouvrait fut le son le plus fort que Madeleine ait jamais entendu. En marchant dans le jardin impeccable, chaque fleur colorée, chaque buisson parfaitement taillé semblait se moquer de son existence grise. Elle n'était plus seulement une vieille dame à la porte d'une inconnue, elle était l'architecte sacrificiel de ce paradis, revenant comme un fantôme pour hanter la bénéficiaire. Quand Claire apparut à la porte, le choc sur son visage fut plus profond que Madeleine ne l'avait imaginé. Ce fut un effondrement instantané de la persona qu'elle avait construite pendant 15 ans. Pendant une microseconde, l'élégante lyonnaise disparut, et à sa place apparut la jeune fille effrayée d'Albi, confrontée à la conséquence de ses actes. Les yeux de Claire dardaient, non pas vers le visage de sa mère, mais vers la rue, vers les fenêtres des voisins, vers l'intérieur de sa propre maison. Sa première préoccupation n'était pas la femme qui se tenait devant elle, mais le risque que sa présence représentait pour la façade de sa vie parfaite. « Qu'est-ce que tu veux ? Comment m'as-tu trouvé ?» Les questions n'étaient pas de la curiosité, mais de l'accusation. C'étaient les questions de quelqu'un dont la cachette avait été découverte. La voix de Madeleine, en disant « Je suis ta mère, Claire », était celle d'une femme revendiquant une vérité qui avait été enterrée vivante. La demande de voir ses petits-enfants n'était pas un appel sentimental, mais un test que Claire échoua de façon spectaculaire. La main de Claire plongeant dans son sac, la liasse de billets tendue. Ce fut le coup final. L'argent n'était pas un geste d'aide. C'était une arme. C'était une tentative de réaffirmer la transaction qu'elles avaient conclue 15 ans plus tôt. La vie de Madeleine en échange de l'avenir de Claire.
C'était un paiement pour que le fantôme retourne dans sa tombe. Madeleine regarda les billets, puis le visage de sa fille, et pour la première fois, elle ne vit pas la petite fille qu'elle avait élevée. Elle vit une étrangère, une femme façonnée par l'ambition et la peur, au cœur vide. L'amour maternel, qui avait survécu à des années d'abandon et de silence, s'éteignit finalement à ce moment-là, remplacé par une clarté froide et triste. Le miroir qui reflétait l'image idéalisée de sa fille s'était brisé, et les éclats ne montraient que la vérité déformée. « Tu as raison. » La fermeté dans sa voix les surprit toutes les deux. Il n'y avait plus de supplique, juste un jugement silencieux. « Ma fille, la Claire que j'ai élevée, est morte pour moi le jour où elle m'a laissé pourrir dans cette prison. Je ne sais pas qui vous êtes. » En se retournant, Madeleine sentit un poids énorme être retiré de ses épaules. Le poids de l'espoir, de l'illusion. Elle n'était pas venue chercher la réconciliation, réalisa-t-elle. Elle était venue chercher une confirmation, et elle l'avait obtenue. Le clic de la porte se refermant derrière elle ne fut pas le son d'un rejet, mais celui d'une libération. La première phase de son plan était terminée. Elle s'était montrée. Elle avait planté la graine de la peur dans le cœur de Claire. Maintenant, il était temps d'attendre qu'elle germe. Madeleine était partie, mais sa présence demeurait, planant comme un brouillard toxique à l'intérieur de la maison de verre et de pierre. Claire s'adossa à la porte, le cœur battant à tout rompre. L'argent était toujours dans sa main, les billets maintenant froissés dans son poing serré. « Chérie, qui était-ce » La voix de Jean-Pierre venait du salon. Claire sursauta. Elle força un sourire, rangeant rapidement l'argent dans son sac. « Personne d'important, mon chéri. Juste une dame qui demandait de l'aide pour une maison de retraite. J'ai réglé ça. » Jean-Pierre apparut dans le hall, un homme grand, les tempes grisonnantes et un air d'autorité tranquille. Il la regarda attentivement. « Oh, tu es pâle. Tu es sûre que tout va bien ?» Elle avait l'air très ébranlée. « Je vais très bien. » La voix de Claire sortit un peu trop aiguë. « C'est juste que... c'est triste, tu sais, de voir des personnes âgées dans cette situation. » Le mensonge sortit facilement, poli par des années de pratique. Mais pour la première fois, Jean-Pierre ne sembla pas totalement convaincu. Il y avait quelque chose dans la raideur de la posture de Claire, dans l'éclat fiévreux de ses yeux, qui l'inquiéta. Cette nuit-là, le sommeil de Claire fut tourmenté par des cauchemars. Elle voyait le visage vieilli de sa mère, la cellule de prison, les contrats qu'elle avait signés. Elle se réveilla en sueur froide, le cœur battant la chamade. Le fantôme n'était pas retourné dans sa tombe. Il était en liberté. Dans les jours qui suivirent, la paranoïa s'installa. Chaque voiture inconnue qui passait lentement dans la rue, chaque appel d'un numéro non identifié, la plongeait dans la panique. Elle devint irritable avec ses enfants, distante avec son mari. La perfection de sa vie commença à montrer de fines fissures. Jean-Pierre remarqua le changement. « Claire, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis que cette dame est venue, tu n'es plus la même. »« Ce n'est rien !» explosa-t-elle sur la défensive. « Je suis juste stressée par le comité de l'événement caritatif. » Mais l'excuse sonna creux. Une nuit, alors que Claire dormait, la curiosité et l'inquiétude de Jean-Pierre le poussèrent à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ouvrit son sac, cherchant un indice. Il ne trouva rien, jusqu'à ce qu'il vérifie l'historique des appels de son portable. Il y avait plusieurs appels à un avocat spécialisé en droit pénal. Une sensation glaciale parcourut son corps. Pourquoi sa femme, une philanthrope, consulterait-elle un avocat pénaliste ? L'image de la vieille dame à la porte lui revint à l'esprit. La pâleur de Claire. Sa réaction disproportionnée. La graine du doute, plantée par la brève apparition de Madeleine, commença à prendre de profondes racines dans l'esprit de Jean-Pierre. Le château de cartes de Claire, qui avait semblé si solide, commençait à vaciller sous le poids d'une seule et silencieuse vérité. Madeleine retourna à Albi et à sa routine de ménage et de silence. Elle ne fit plus aucun geste envers Claire. Elle savait que la peur et la culpabilité feraient le travail pour elle pendant un certain temps. Pendant ce temps, elle préparait le deuxième et plus crucial acte de son plan. Il y avait un journaliste à Toulouse, Luc Delacroix, connu pour ses chroniques humaines dans le journal régional, La Dépêche du Midi. Ce n'était pas un reporter d'investigation à scandale, mais un conteur d'histoire, un homme qui se spécialisait à donner une voix aux oubliés. Ses chroniques hebdomadaires étaient lues avec avidité dans toute la région. Madeleine mit des semaines à trouver le courage. Finalement, elle lui écrivit une lettre simple et directe. « Cher monsieur Delacroix, je m'appelle Madeleine Dupont. Je suis une femme de 82 ans, qui vient de purger une peine de 15 ans de prison pour un crime que je n'ai pas commis.
Je ne cherche ni vengeance ni compensation financière. Je cherche seulement la chance de raconter mon histoire, pour que mon nom, avant ma mort, puisse être associé à la vérité. Si vous êtes intéressé à écouter l'histoire d'une vieille femme, je serai au café Le Florian, à Albi, tous les matins à 10h. C'était un coup de poker. Elle n'était pas sûre qu'il lirait même la lettre. Mais une semaine plus tard, alors qu'elle prenait son café au lait au Florian, un homme d'âge moyen, avec des lunettes à monture fine et un carnet à la main, s'approcha de sa table. « Madame Dupont, je suis Luc Delacroix. » Pendant plusieurs matinées, ils se rencontrèrent. Madeleine raconta son histoire, du début à la fin. Elle parla sans amertume, avec une précision factuelle qui était plus puissante que n'importe quelle explosion de colère. Elle ne donna pas à Luc le nom de Claire. Elle se référait à elle uniquement comme « ma fille ». Elle ne voulait pas que l'histoire soit une accusation, mais un sacrifice et une trahison. Luc écoutait, fasciné et horrifié. Il vérifia les faits. Il se rendit aux archives judiciaires et confirma la condamnation de Madeleine. Il interrogea de vieux voisins à Albi, y compris Élodie Renaud, qui confirmèrent la réputation impeccable de Madeleine avant sa chute. Il vit la vérité crue et douloureuse dans son histoire. « Madame Dupont, dit-il lors de leur dernière rencontre, c'est l'une des histoires les plus tragiques que j'ai jamais entendues. Mais pour la publier, je dois donner à votre fille une chance de répondre. Sans sa version, ce n'est qu'une accusation. » Madeleine le regarda, les yeux clairs et fermes. « Je comprends, mais je ne vous donnerai pas son nom. Je vous donnerai quelque chose de mieux. La date de mon procès, le nom du commissaire qui m'a interrogé, et mes aveux signés. L'histoire ne porte pas sur ce que ma fille a fait. Elle porte sur ce que j'ai fait. Et pourquoi ? Laissez les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Luc Delacroix comprit le génie de la stratégie de Madeleine. En se concentrant sur son propre sacrifice, elle créait un portrait moral qui était irréfutable. Quiconque lirait l'histoire et en saurait un minimum sur la vie de Claire à Lyon serait capable de faire le rapprochement. Ce serait l'opinion publique elle-même qui ferait le lien, et ce jugement serait bien plus dévastateur que n'importe quel tribunal. La chronique de Luc Delacroix fut publiée dans une édition du dimanche, occupant une page entière du journal. Le titre était simple et dévastateur. « J'ai donné mon nom et 15 ans de ma vie. En échange, j'ai eu le silence. » L'histoire était racontée du point de vue de Madeleine, mais avec la prose élégante et émotive de Luc. Elle décrivait la vie d'une secrétaire honorable à Albi, son amour pour sa fille unique, le sacrifice aveugle et la terrible conséquence. Elle ne nommait pas Claire, se référant à elle uniquement comme une femme d'affaires éminente qui vit aujourd'hui une vie de luxe à Lyon. Mais les détails étaient là. L'université à Toulouse, le déménagement à Lyon, l'époque où les crimes avaient eu lieu. L'article fut une bombe. Il commença comme un murmure à Toulouse et à Albi et, avec la force d'Internet, explosa. L'histoire fut partagée des milliers de fois. D'autres journaux et sites d'information s'en emparèrent. En 48 heures, l'histoire tragique de la mère d'Albi était l'un des sujets les plus commentés en France. À Lyon, dans l'hôtel particulier des Dubois, le monde de Claire s'effondra. Un ami lui envoya le lien de l'article. En le lisant, le sang quitta son visage. Chaque mot était un couteau tournant dans sa conscience. Ce soir-là, Jean-Pierre rentra plus tôt à la maison. Il avait une copie du journal à la main. Il le posa sur la table de la cuisine, le visage un masque de fureur glaciale. « J'ai lu une histoire intéressante aujourd'hui, Claire, sur une mère d'Albi et sa fille qui vit à Lyon. La description semble familière. » Claire essaya de nier, mais les mots ne sortaient pas. La vieille dame à notre porte, la voix de Jean-Pierre était basse, mais chargée d'une profonde répulsion. C'était elle, n'est-ce pas? C'était ta mère. Les larmes finirent par couler. Des larmes de panique et d'apitoiement sur soi. Tu ne comprends pas. J'étais jeune. J'étais désespérée. Désespérée? Jean-Pierre rit, un son sec et sans joie. Tu as bâti notre vie, l'éducation de nos enfants, ta réputation, tout sur la ruine de la femme qui t'a mise au monde. Tu m'as rendu complice de ton mensonge pendant toutes ces années. La dispute fut cataclysmique. Les laides vérités, gardées secrètes si longtemps, éclatèrent au grand jour. Les enfants, réveillés par les cris, entendirent tout depuis le haut de l'escalier. L'image de leur mère parfaite fut brisée à jamais. La chute de Claire fut rapide et brutale. Elle ne fut pas arrêtée. Les aveux de Madeleine et la prescription de certains délits la protégeaient légalement. Mais son châtiment fut social. Les amis s'éloignèrent. Les invitations aux événements caritatifs cessèrent d'arriver. Elle fut exclue des comités et conseils où elle siégeait. Elle devint une paria dans son propre cercle.
l'objet de chuchotements et de regards méprisants. Jean-Pierre ne la chassa pas de la maison, mais un mur de glace s'éleva entre eux. Ils dormaient dans la chambre d'amis. Leur mariage, comme tout le reste, n'était plus qu'une façade vide. Claire se retrouva piégée dans son luxueux hôtel particulier, devenu sa propre prison dorée, hantée par le silence de son mari et le regard accusateur de ses enfants. Elle avait perdu tout ce qui comptait, le respect de sa famille, sa position sociale, et surtout, le mensonge confortable dans lequel elle avait vécu si longtemps. Le remords, enfin, la trouva. Et c'était un compagnon bien plus cruel que n'importe quel gardien de prison. Madeleine ne lut pas l'article qui changea tout. Elle ne suivit pas la tempête médiatique. Élodie lui en racontait des bribes. Mais elle n'avait pas besoin des détails. Son plan ne visait pas la destruction de Claire, mais sa propre restauration. Et cela, elle l'avait réussi. L'histoire de Madeleine toucha le cœur de milliers de personnes. Des dons commencèrent à affluer à la paroisse d'Albi. Un avocat de Toulouse, ému par l'injustice, offrit ses services pro bono et réussit à faire lever le blocage de sa pension, arguant que les aveux avaient été faits sous la contrainte émotionnelle. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le sien. C'était son nom, à nouveau propre. Avec l'aide de la communauté et l'argent qu'elle reçut, Madeleine put louer un petit appartement en rez-de-chaussée, non loin de là où elle habitait. C'était simple, mais c'était à elle. La première chose qu'elle acheta fut un pot en terre cuite. Elle y planta un gardénia. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de Claire. Elle ne s'y attendait pas. Elle savait que la réconciliation était impossible. Le fossé entre elles était trop profond, rempli de 15 années de silence et de douleur. Sa vie trouva un nouveau rythme, paisible et serein. Elle passait ses matinées à s'occuper de son petit jardin, ses après-midi à lire sur la place et ses soirées à discuter avec Élodie. Les gens de la ville, qui la regardaient autrefois avec suspicion, la saluaient maintenant avec respect et affection. Elle n'était plus la criminelle, la voisine étrange. Elle était Madeleine Dupont, une femme d'une force silencieuse et inébranlable. Un après-midi, assise dans son jardin, observant un bouton de gardénia sur le point de s'ouvrir, elle réfléchit à son parcours. Elle avait perdu une fille, mais s'était retrouvée elle-même. Elle avait perdu 15 ans de liberté, mais avait acquis une sagesse que peu pouvaient comprendre. La justice, réalisa-t-elle, n'était pas une question de punition. C'était une question d'équilibre. Et, finalement, sa vie était en équilibre. Elle était en paix. Tout comme l'histoire de Madeleine nous enseigne que la vérité, même si elle tarde, trouve toujours la lumière, nous espérons que nos récits apportent également lumière et réflexion dans votre vie. Si le parcours de Madeleine vous a touché, si sa force vous a inspiré, merci de laisser un j'aime, de commenter ce que vous avez ressenti et de partager cette histoire. Et, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à vous émouvoir avec des histoires de résilience, de justice et de la complexe tapisserie de la vie humaine. Votre présence fait toute la différence pour nous.